Alors, bonjour Eric, bienvenue pour ta deuxième participation au podcast L'Album. Un honneur. Oui, j'imagine. Oui, aujourd'hui, comme je disais, on va parcourir ton album semi-éponyme. Faut dire qu'on t'a reçu, je pense, au deuxième épisode. On a fait ton historique, on a appris un peu à te connaître. Aujourd'hui, évidemment, on va moins se concentrer sur l'histoire, plus on va arriver plus rapidement au concept du podcast, qui est de parcourir l'album de l'artiste invité, une chanson à la fois. Donc, on va reprendre un petit peu quand même le principe pour apprendre un petit peu à te connaître. Je suis allé consulter ta page Wikipédia et puis j'ai isolé deux extraits. On va commencer. Durant les années 2000, Goulet poursuit en parallèle une carrière solo et sort 2 albums sous le pseudonyme de Monsieur Mono, Pleurer la mer morte et Petite musique de pluie, et qui connaîtront un succès inattendu. Moi, j'ai écouté Pleurer la mer morte, puis j'ai vécu une semi-peine d'amour là-dessus, puis écouter du Goulet là-dessus, ça... C'est fait pour. Mais c'est deux projets qui ont quand même bien marché, là. Oui, tout à fait. Contre toute attente, quand j'ai fait le premier album de Monsieur Mono, j'étais pas... en fait, j'avais utilisé un pseudonyme comme ça parce que j'assumais à peine moi-même le contenu. Je voulais pas que ce soit mon premier album solo, soit ce disque-là, que je trouvais plus un projet à part, atypique. Fait que ça a été assez long, ça m'a pris assez bon temps à trouver un pseudonyme approprié. Pour ces chansons-là qui étaient, dans le fond, des chansons qui étaient destinées aux chiens, mais qui ont été rejetées par le groupe pour cause de trop personnel. Monsieur Mono, ça vient d'où? Je sais pas, j'ai vraiment jonglé là, un an et demi là, avec différentes... Je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic sur le... Mais il faut dire que c'est un recueil de chansons tristounettes. Quand même assez triste. En fait, je voulais faire l'album le plus triste du monde entier. Je pense que j'ai réussi. Parce que si vous avez une peine d'amour, claquez-vous, pleurez la mer morte. C'est fait pour. Ça se voulait un peu thérapeutique aussi, mais pas seulement. Là. Mais c'est important que ça transcende ça aussi, tu sais. Puis il y a eu 2 autres... il y a en fait 3 albums, hein, finalement. Oui, là, finalement, ça a lu... je veux dire, initialement... j'ai fait 5 copies faites à la main. 500 copies, je veux dire, faites à la main. 5 copies. Avec des pochettes faites à la main par Simon Bossé. Bref, ça a été très, très, très artisanal, tout ça. Et contre toute attente, en donne une semaine, on avait tout vendu, les 500. Je me rappelle, il y avait une livraison de pochettes de Pleurer la mer morte. Je pense que c'est ça. Puis, il était tellement fraîche que le papier était encore ondulé. Ah, c'est possible, mais heureusement, c'est ça. Simon avait fait 1000, il avait du carton pour faire 1000 pochettes, fait qu'il dit, je vais en faire 1000 au cas. Fait qu'on a pu sortir assez rapidement un deuxième 500, sauf qu'après ça, en dedans de 2 semaines, tout était écoulé, puis là, j'étais vraiment dans l'art, parce que j'avais plus de pochettes, j'avais plus de disques, fait que... On vous invite est-ce qu'ils sont disponibles sur les plateformes? Maintenant, oui, mais à l'époque, c'est ça, il a fallu que je trouve une façon de refaire moi-même des pochettes en plus grande quantité, donc en tout cas, pour en vendre un peu plus que tout ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là. Pitchez-vous là-dessus. Oui, c'est bon. Sous son propre nom, il fait paraître l'album Volume 1 en 2011, aux sonorités plus country, et en 2014, Volume 2. C'est bien ça? Oui. Donc, rapidement... l'histoire de ça, c'est que moi, j'ai toujours été un grand fan de country. J'ai toujours essayé d'intégrer des éléments country dans mes affaires. C'est un virage. En fait, c'est plus une sortie du placard qu'un virage. Parce qu'il y avait déjà on aurait pu mettre du pedal steel sur La Nuit dérobée, puis ça aurait marché là, au lieu du Moog. L'idée, c'était vraiment d'assumer ça à 100%, en fait. C'est quand j'ai rencontré Carl Prévost et Ariane Ouellette, qui à l'époque commençaient leur série l'Open Country, où ils recevaient des artistes non country à faire des versions country de leurs chansons. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant que ça arrive, j'avais déjà écrit des chansons country pour d'autres mondes. J'avais écrit Mauvaise Vie avec WD-40. Oui. Suite à ça, j'ai été approché par Vincent Vallière qui voulait lui aussi un duo à saveur country, avec chacun dans son espace. J'avais écrit une chanson pour un film qui n'a pas été tourné, mais qui a été reprise par René Martel.
Fait que j'avais déjà commencé à avoir du matériel country, mais que j'écrivais pour les autres. Ben, Mauvaise Vie qui, d'ailleurs, j'ai fait un sondage sur la page de WD40. OK. Puis sur les meilleures chansons, quelles sont vos chansons préférées sur l'album Aux frontières de l'asphalte. Puis je pense que Mauvaise Vie arrive en première, en première position. C'est très scientifique comme sondage. Oui, quand même. Mais tu sais, une belle participation d'Ève Cournoyer. Oui. Ben, il y en a beaucoup qui pensent que c'est Mara Tremblay, par exemple. Ben, Mara Tremblay, elle a chanté dans la vie beaucoup plus que Ève, qui l'a chanté juste une fois. Non, 2 fois. Ah oui, 2 fois? Oui, parce qu'on a joué au Quai des Brumes. Ah, elle était venue chanter live? Ouais, OK, bon. Elle se souvenait pas trop des paroles, parce que ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps, certainement. Moi, j'étais pas là. Mais c'était pas longtemps avant son décès. Ah, c'est triste. Oui, très triste. Bref, pour moi, d'arriver avec les chansons country, je dit, je vais commencer par faire les tunes que j'ai écrites pour les autres. T'sais. Puis là, ça fait comme, mais c'est bon. Je pensais pas que j'étais capable d'être crédible en chanteur country, en fait. Oui, quand même, c'est comme pas une révélation, mais une sortie du placard. Il faut l'assumer un peu, puis finalement, je me suis rendu compte que, ça marchait, puis on s'est vraiment bien entendu avec le groupe. Je pense que tu as l'énergie pour faire lever une foule en concert, mais toi aussi, tu as une mélancolie qui est vraiment propre à toi. Fait que je pense que les deux, c'est quand même... le country, c'est un peu ça. Country, tu mélanges les deux, puis ça fait du country. C'est capable de brasser et de faire brailler. Des chansons tristes qui ont du beat. Là, fait que, ce n'était qu'une question de temps, j'imagine. Fait assez rapidement, je me suis mis à ramasser des chansons parce que quelqu'un, une compagnie de disques à Québec, m'avait dit il me semble que ça serait le fun que quelqu'un fasse un bon disque country québécois. Là. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Oui, pour redonner dans le fond les lettres de noblesse un peu. Ouais, apporter une autre vibe aussi au country. Ouais, sans vouloir dénigrer tous ceux qui le font là, vraiment dans les règles de l'art. Moi, je voulais amener juste un petit côté un peu plus alt country à ça, dans le fond. Ben, moi, je pense que c'est comme tu dis, c'est un peu ce qu'on reproche au country, d'avoir un petit peu... Tu sais, ça peut... Ben, évidemment, c'est large, le country, là. Et on peut donner... Il y a un petit côté un peu plus quétaine, un petit peu plus populaire, mais intense aussi. Il y a des super belles choses. Absolument. Mais je pense que c'était tu as répondu comme à un besoin aussi d'apporter un petit côté, je dirais pas intello, mais une substance peut-être qui était moins présente. Je voulais juste, dans le fond, dépoussiérer un peu la patente, t'intéresser un petit peu peut-être un peu plus vers la gauche, un peu, ou je sais pas. En tout cas, c'était un peu ma proposition, ma vision personnelle de ce que ça devrait être un disque country d'aujourd'hui, tu sais. Mais avec un grand respect, puis un grand, tu sais, vraiment une intensité propre aux années 70, les années 60, qui sont pour moi les plus belles années du genre, là. Je suis pas très new country. Je n'arriverai jamais à faire un disque de new country, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est les sonorités authentiques, là, comme justement le pedal steel, les guitares acoustiques, le banjo. C'est ça, on le sent. Je les ai écoutés, ces albums-là, puis on sent vraiment cette influence-là. On n'est pas dans le nouveau. Non, country, vraiment pas. Sûr, puis, dans le fond, les plus beaux compliments que j'ai eus suite à ces albums-là, c'est de me faire dire c'est une chanson de toi, ça. Je pensais que c'était une tune de Paul Brunel ou je sais pas trop dire. Fait que là, j'ai comme c'est cool, ça que je veux. Je veux vraiment pas que ce soit. Rechercher. Je veux pas que ce soit au-dessus ou à côté de ça. Je veux que ça en fasse partie. Je veux juste amener mon propre côté, ma propre vision des choses, dans le fond. Éric, à ta dernière présence au podcast, on a parcouru l'album La Nuit dérobée de ton groupe Les Chiens. Aujourd'hui, on va s'attarder sur ton album Goulet. Alors, on va le présenter correctement, l'album. Donc, le titre, évidemment, c'est Goulet, sorti en 2021. Déjà? Oui. Sur Lab. Oui. Ce qui est ton étiquette? Oui. Oui, OK. Ton étiquette, tu as réalisé l'album. Oui. Les musiciens, là, il y en a une panoplie là-dessus. Il y a beaucoup d'invités. Oui. Mais... toi, quand même, tu joues beaucoup, évidemment, de ta voix, de guitare, piano, l'orgue, l'accordéon. Il y a, à la base, il y a Marc Hébert. Il y a Rick Hayward aussi, qui a une pléiade d'instruments, notamment, entre autres, le lap steel. Pedal steel, lap steel, dobro, banjo, harmonica, oui. Et Vincent Carré au drum. Oui. Bon. Période d'enregistrement. Je pense que ça a été le contexte, dans le fond, d'enregistrement est assez particulier. Oui, ben là, tranquillement, on n'en aura plus de ça, mais les fameux albums de pandémie. Là. Ouais. L'histoire de ce disque-là, c'est que, pourquoi juste faire ça rapidement, volume 1, volume 2, c'est parce que quand j'ai fait les maquettes pour le premier album,
il y avait tellement de chansons que c'était sûr que je ne pouvais pas juste en faire un. J'avais déjà du matériel pour 2 albums presque. Fait qu'on a dit, on va l'appeler volume 1, puis éventuellement, il y aura un volume 2. Parce que c'est souvent dans les... Aussi, à l'époque, j'avais fait beaucoup de recherches. Je cherchais des albums country pour chercher des chansons, etc. Puis c'était souvent volume 1, volume... Ça revenait souvent dans les compilations country. Ça fait partie du langage. Pour moi, c'était comme important de faire un clin d'œil à ça. Mais bon, ça a quand même été toute une aventure, ces 2 albums-là. Puis au fil du temps, j'ai eu envie d'en faire un autre. J'ai commencé, j'écris toujours des chansons à travers les jours. Puis à un moment donné, on dirait que j'atteins un certain seuil critique, là, où j'atteins peut-être 3-4 chansons du même genre qui se tiennent. Fait que je dis, là, je pourrais commencer à penser à faire un disque comme ça, qui était un disque country. Donc, assez rapidement, je me suis mis à rechercher du matériel. J'ai trouvé des reprises que j'avais envie de faire, etc. Puis évidemment, c'est pas un album que tu as pu enregistrer live. Non, mais c'était ça le but initial. Moi, ce que je voulais faire, c'était enregistrer ça. Les deux albums ont été faits quand même assez live, parce que je pense que c'est propre au genre aussi. Donc, toutes les parties instrumentales ont été enregistrées live, tout le band en même temps. Et toutes les voix ont été enregistrées live aussi. C'est-à-dire qu'on a chanté avec Ariane et Marc, tous autour du même micro en même temps. OK. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, sur le volume 1 et le volume 2. Fait que ça, c'était déjà... C'est juste avoir un peu plus de contrôle sur les décibels puis la qualité, si on veut. Mais là, j'avais envie de le faire vraiment 100% live. Peut-être même complètement acoustique ou quelque chose de vraiment... J'allais pour quelque chose de très roots. Et la fameuse pandémie est arrivée. Et là, on ne pouvait plus être nulle part avec personne. Toutes les plans étaient chamboulés. Mais j'avais quand même toutes les chansons en tête. La plupart des chansons en tête. Puis avec la compagnie, avec... pas Brigitte, mais Sophie Dallaire, on a décidé d'aller de l'avant avec le truc. Mais je dis, on peut... Là, je savais que Vincent Carré, le batteur, était installé chez lui pour enregistrer. Je savais que Marc Hébert était capable de s'enregistrer chez lui. Fait que je dis, OK, on va faire un album confinement style. Moi, j'avais fait toutes mes maquettes comme d'habitude. Puis là, j'ai envoyé les versions à C'est assez fantastique quand même. En premier, en prenant soin d'enlever la fausse batterie que j'avais mis dessus. Okay. Puis il faisait sa partie. Il me renvoyait ça. La plupart du temps, c'était bon tel quel, mais souvent, je pouvais dire j'aimerais mieux ça que tel moment, tu fasses ça à la place de ça, etc. Puis il me renvoyait. Puis graduellement, à partir du moment où sa partie était approuvée, là, j'envoyais ça à Marc qui faisait sa basse. Oui. C'est quand même assez fantastique parce que j'ai vécu après la même chose avec WD-40. On a fait notre faux spectacle 6 pieds. Okay. Puis on a enregistré des chansons, on a repris de nos chansons, chacun chez soi. OK. Puis on a fait le même jeu. Okay. Avec une track de base. Après ça, j'ai enregistré le drum. J'ai envoyé ça aux autres. On se renvoyait des pistes et solos. Puis l'exercice est particulier. Oui. Mais ça a fonctionné, par exemple. C'est vraiment assez fantastique de pouvoir faire ça maintenant par Internet oui, de manière l'idéal, peut-être qu'éventuellement, ça va être possible même de jouer à distance en même temps. Je sais que la technologie a comme... le permet, mais c'est pas accessible, par exemple. C'est peut-être plus compliqué, mais je crois que ça va se démocratiser comme tout le reste, éventuellement. Mais bref, nous, on l'a pas fait en même temps, mais on l'a fait en différé. Mais au final, quand on écoute l'album... non, ça change rien, je pense. Ça change pas grand-chose, c'est bien fait. Écoute, c'est des super bons musiciens, c'est des musiciens extraordinaires. Ouais. Puis la façon qu'on l'a fait, le fait de commencer vraiment par la basse, par la batterie, là, lui, il jouait... je dirigeais quand même Vincent un peu sur les intentions, tout ça. Puis une fois que ça s'était placé, là, pour Marc, qui arrivait à la basse, lui, il jouait avec la vraie partie. C'était facile de se connecter. C'était pas comme si chacun joue en vase clos. Tout le monde jouait avec l'autre, mais juste pas en même temps. Comme ça, quand Rick est arrivé pour faire ses parties, c'était la même chose. Il y avait la basse, il y avait la batterie. Fait que c'est comme s'il était en studio, puis... Non, ça, t'as préparé le vélo, puis tout le monde a embarqué dessus. C'est ça. Puis, évidemment, le magnifique mix de Ghislain-Luc Lavigne j'imagine que ça aussi, ça unifie tout ça et donne un côté. Puis moi aussi, là, je pouvais pas faire... j'ai réussi quand même, heureusement, à faire les deux duos
en présentiel, profitant des vagues, des creux de vagues successifs. Donc, j'ai pu le monde a chanter profité d'un en creux de studio vague. live avec Sarah Dufour et en studio live avec Cindy. Mais à part ça, toutes les voix, évidemment, ont été faites là, après par moi-même. Mais j'ai quand même gardé beaucoup des premières prises que je ne suis pas quelqu'un qui va rechanter la chanson 25 fois. Là, je veux dire, après 3-4 fois, je suis pas mal tanné. Puis, mais somme toute, ça... fait que ça donne un côté frais, ça reste, c'est pas parfait. Puis je m'en fous un peu de la perfection parce que bon, on veut pas qu'il y ait d'erreurs grossières, là, mais je veux dire, c'est tellement facile aujourd'hui de faire un album parfait. Mais ça donne un côté naturel aussi. On dit qu'on s'ennuie. Je veux dire, si tout est quantisé, tout est autotuné, tout est, il n'y a plus rien qui dépasse, moi, je trouve que ça aseptise beaucoup l'affaire. Moi, je trouve que ça... Il y en a qui peuvent en profiter de ça. Hein, évidemment, il y en a qui vont servir de ça comme véhicule de création. Personnellement, surtout dans des genres comme le country, c'est ça, c'est une question de genre. Ça déshumanise. Absolument. Moi, j'ai pu utiliser autotune s'il faut. Dans un certain genre musical, des fois, ça prend ça. Ça prend quasiment cette espèce de robot, d'espèce de côté quasiment parfait, mécanique presque. Ça peut être profitable, effectivement. Mais dans le cas d'un album country, on s'entend que... À moins que tu fasses du no country encore. Mais c'est encore là ton talent de réalisateur qui fait que cet album-là se tient puis qu'il a l'air naturel. Puis je pense aussi que c'est un album où est-ce qu'on sent un certain plaisir dedans. Ah, mais tout le temps. Mais moi, c'est le côté essentiel de faire des albums de country. Il faut qu'on ait du plaisir c'est agréable à écouter. À les écouter, à les jouer, à les chanter. C'est vraiment ma mission. Conception de la pochette. Oui. Très belle pochette. Merci. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qui a fait ça? À part le Eric dans un champ de fleurs. C'est Jean-Charles Labarre, le photographe. On était en train de tourner un mini-documentaire sur les origines, mes origines au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Parce que ma mère est native du Saguenay, mais j'ai passé beaucoup de mois, presque d'années cumulatives au Saguenay. Fait que je m'identifie beaucoup à la région. Puis que pour moi, c'était de retourner dans le village natal de ma mère. Puis d'interviewer un peu des gens, mes tantes qui sont là-bas, mon cousin. En tout cas, sur la pochette, on voit que tu as respecté la distanciation. La distanciation est tout à fait respectée. Puis en allant visiter le chalet de ma tante, on est passé dans une bleuetière, à côté d'une bleuetière parce qu'ils font brûler les champs de bleuets pour donner... Régénérer refertiliser, enfin. Puis quand on a vu cette place-là, on a dit comme « Wow, ça va faire une méchante photo. » Parce que on voit Eric dans un horizon, dans un champ au loin, avec ton nom qui est comme dans les nuages dans le ciel. Non, c'est une belle pochette, ça fonctionne bien. On va passer à la rubrique Ils ont dit. C'est là que je vais chercher certains extraits de critiques ou de commentaires. Je te les lis puis on les commente. Parfait. José Lapointe, La Presse, le 3 mai 2021. Éric Goulet offre un album qui sent la poussière et le whisky sans avoir l'air décalé. Probablement parce qu'il sait toujours avoir le mot juste sans excès. Quand même, hein? Merci. C'est un peu ce qu'on disait aussi. C'est un album qui sent la poussière et le whisky, donc qui a une personnalité, mais qui n'a pas l'air décalé. Donc, on reste dans l'authenticité. On a parlé, pour toi, c'est un album qui est le premier album pandémique, si on veut. Mais tu as réussi quand même à lui donner une certaine authenticité dans tout ça. Hein. Oui, je pense que le choix des chansons, il est peut-être pour quelque chose aussi. D'avoir un côté... contrairement aux deux premiers... Finalement, j'ai fini par retravailler avec presque les mêmes musiciens. Mais ce que je voulais vraiment tout virer ça à l'envers. Mais finalement, je suis revenu avec la même gang parce que c'était plus simple. Puis, Mais c'est pas tout à fait un album country aussi. Dans le sens que, la base, c'est le country, mais il y a certaines chansons qu'on pourrait isoler puis mettre ailleurs dans un autre. Oui, tout à fait. Là, je voulais aller plus vers country folk ou country rock. Je voulais aller quelque chose un petit peu moins gentil. Avec un petit peu plus d'attitude. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup j'ai fait quelques solos de guitare électrique ou des affaires comme ça que je ne me serais pas permis de faire sur les deux premiers. J'aurais laissé ça à Carl, qui est vraiment capable de jouer des vrais licks de country. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais je tenais à ce que ça ait un côté un petit peu plus raw, un peu plus indie. C'est pas un album, c'est pas coulé dans le country. Non, je voulais que ça transcende un petit peu. Les chiens là-dedans. C'est quelque chose qui je pense, qui amalgame plus tout ce que j'ai fait à date. Sylvain Cormier, Le Devoir, le 1er mai 2021.
Et on embarque et on fait du chemin. On va loin, passé, présent, futur. Parfois, on déraille, parfois, on s'arrête. On vit des vies, on voit des vues. On passe par Maniwaki pour aboutir dans la ville aux 1000 clochers. Et le train continue. Éric Goulet, il est la locomotive de son train, même sans bouger de chez lui, un album pandémique. Confinement l'oblige, il roule, avance, revisite, rapatrie, se rapaille, écrit et compose, bâtit des maquettes solides, pas arrêtable son train. Fait que dans le fond, t'as bien équipé ton train, puis tout le monde a embarqué là-dedans. Exactement. Puis t'as foncé à travers. Première classe. Ouais. Donc, au dernier épisode, on a abordé la nuit dérobée de ton groupe Les Chiens, comme on disait tout à l'heure. Je t'avais posé la question. En fait, c'était quoi l'attitude? Oui, je t'avais demandé de décrire le band en 2021. En 2000, lors de la sortie de l'album Dérobé. Maintenant, je te pose la question. Qui est Éric Goulet, le musicien de 2021, comparé à celui-là de 2000? Ben, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait entre-temps. Je veux dire, j'ai approfondi beaucoup mon métier de réalisateur. J'en ai fait beaucoup à partir de 2000. L'écriture des chansons aussi. J'ai travaillé entre-temps avec... on a eu un groupe éphémère 7 jours en mai avec Michel Rivard, Luc Larochelière, Marie Tremblay. Fait qu'on a écrit ensemble. J'ai vécu beaucoup de rencontres. Fait que ça m'a comme un peu régénéré, peut-être. Puis j'ai approfondi beaucoup aussi. À l'époque, j'avais pas commencé à jouer avec Pilgrim ou des choses comme ça. Fait que il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui sont rentrés dans l'équation de ces expériences-là. Fait que oui, c'est ça. Puis d'arriver à ce moment-là, puis faire un album à saveur country. Il y avait des affaires que je tenais à respecter. Et pour moi, c'est les duos, c'est important dans le country. Ben oui. Il faut qu'il y ait des duos country, c'est important. Fait que, c'est comme peut-être plus de profondeur un peu. Mais j'en doute pas. Mais plus ta palette vraiment élargie aussi. Ouais. Ben, c'est ça. Entre La Nuit dérobée et ça, il y a eu 3 albums de Monsieur Mono. Fait que je suis comme allé à fond. D'autres albums des chiens. Puis. T'es devenu aussi un réalisateur établi. T'es rendu quand même. Ouais, ben j'ai travaillé avec pas mal de monde. Travaillé fort là-dedans. De René Martel à Pierre Flynn, Michel Rivard. Quand même. En tout cas, bref. J'ai fait des rencontres formidables, c'est ce que je peux dire. Puis ça m'a vraiment nourri. On a parlé du contexte de l'album. Ce serait quoi le fil conducteur de cet album-là? Est-ce qu'il y en a un? Ou, pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que c'est une collection de chansons. Là. C'est un mélange de nouvelles pièces, de chansons trouvées aussi, puis de recyclage. OK. Il y a vraiment il y a au moins 2 pièces sur cet album qui sont issues des sessions de volume 1. OK. Chauffeur de van. Ouais. Qui est une traduction de White Freightliner Blues de Townes Van Zandt, qui avait été traduite par François Gagnon des Chercheurs d'or, dont j'avais réalisé l'album et cette chanson-là sur leur premier album. Puis j'ai toujours adoré cette tune-là, puis je me suis toujours dit je vais la faire un jour. Puis je l'avais enregistrée à l'époque de volume 1 avec le band, mais je ne l'avais jamais sortie parce qu'il y avait trop de chansons de toute façon. Je l'ai sortie, c'est une reprise. Il y avait aussi la chanson Aux accords des guitares qui avait été enregistrée. Là, c'était toute live autour du micro, qui rappelait un peu l'idée que je voulais faire au départ pour l'album au complet. Ça aurait été ça, idéalement, peut-être toute le band autour d'un micro. Quelque chose comme ça. Mais bon, il y a au moins cette chanson-là qui a été faite comme ça, mais qui datait de l'ancien temps, si on veut. Et une reprise de Possession simple. Parce que j'aime ça aussi, des fois, reprendre des vieilles chansons puis les réactualiser. Donc, J'attends l'orage. Que j'avais déjà enregistré, ça aussi, une maquette de ça, une couple d'années pour un projet. Puis... Écoute, on va en parler parce qu'on va tomber dans le segment, justement. Mais bref, il n'y a pas de fil conducteur comme tel. C'est juste que c'est tout un paquet de chansons qui sont unis autour du thème. Parfait. Donc, le segment Une chanson après l'autre, c'est le segment qui est au cœur du podcast. C'est là qu'on va parcourir ton album, évidemment, une pièce à la fois. On va écouter un petit extrait. Comme tu vois, je ne me suis pas amélioré. On va commencer par Quand viendra mon heure.
restera-t-il un peu d'amour au cœur? On écoute évidemment des petits extraits. On vous invite à aller vous procurer l'album. J'ai tous les bons disquaires. Tous les bons disquaires. Tous les bons disquaires ou en ligne, évidemment, Et sur les toutes les bonnes plateformes. Bon, on fait un peu on fait un peu un teaser avec ça. Donc, quand viendra mon heure, je vois que les paroles et musique par André Bellemare. Oui, j'ai toujours été un immense fan de Dédé Traqué. Ah oui, Dédé Traqué, c'est vrai. Depuis les années 80, depuis Faut que tu vises le top, tout ça, moi je capotais sur cette bande-là, bien raide. Puis j'ai toujours adoré André, puis on s'est toujours bien entendu, on a toujours été des bons potes, on s'est croisés souvent. Je me rappelle de ça aussi. Puis depuis longtemps, on se disait « Ah, il faudrait qu'on fasse du country ensemble, ce serait malade. » Puis quand là, j'ai commencé à travailler sur cet album-là, j'avais pas 14-15 chansons d'avance. J'ai dit « Ah, j'aimerais ça chanter une de tes tunes. » Fait que là, il m'avait reçu chez lui. Puis il m'avait fait entendre des nouvelles chansons qu'il avait faites. Puis j'avais entendu cette chanson-là. En pleine pandémie? C'était pré-pandémie ou je sais plus. Non, rendu là, on était encore pré-pandémie. C'était juste avant. C'était pas longtemps avant. C'est une tune qu'il a écrit avec toi? Ou Non. C'est une chanson que lui avait écrite. Une chanson relativement récente. OK. Lui, il avait une version plus blues rock de cette pièce-là. Mais quand j'ai entendu, j'ai tout de suite... Mais la chanson, est-ce qu'elle avait été publiée? Non, OK. Non, c'est une chanson inédite. Qui a déjà été jouée live, mais jamais enregistrée. Donc, c'est ça. J'aimais cette chanson-là. Je trouve qu'il y avait un potentiel de tune un peu à la Merle Haggard, Waylon Jennings, ce genre de country outlaw. Exact. Moi, je trouve que ça met très bien la table pour l'album. C'est une chanson... Une chanson qui je trouve qu'il y a un bon beat, une belle riff. Ça met la table pour le reste de l'album. Peut-être. On a hâte de l'écouter. Ce que j'ai isolé, moi, c'est je suis celui qui a toujours voulu fuir le passé, le présent et qui pourra dire l'avenir. Quand viendra mon tour, quand sonnera mon heure, me restera-t-il un peu d'amour au cœur? Très country comme parole. Tellement. Mais André, c'est un country dans l'âme, là. Puis ça, c'est une chanson qu'il avait écrite pour quelqu'un qui connaissait, peut-être une connaissance de quelqu'un, enfin bref, qui prenait sa retraite après 20-30 ans de loyaux service et qui, genre, une semaine après sa retraite, diagnostic d'Alzheimer. OK. Oh, shit. Et foudroyant et en dedans de... OK. Fait que là, c'était épouvantable comme histoire. Fait que là, c'est là qu'il était quelqu'un qui veut toujours fuir. Mais finalement, quand c'est ça, quand c'est ta tête qui s'en va, c'est moins le fun. OK. Fait que je pense que c'est ça le thème de cette belle chanson. On va continuer avec... Bon. On va continuer avec Ma tête est mise à prix. Tête est mise à prix. Je me suis fait de nouveaux amis. Je te cacherai pas que c'est une de mes préférées. C'est cool, ça. Depuis que ma tête est mise à prix. Ma tête est mise à prix. Le refrain, les paroles du refrain sont vraiment bonnes. Merci. On en discutait lors de l'épisode de Vie dérobée, l'attention que tu portes au texte, les petits jeux de mots. Celle-là est vraiment bonne. La vérité est dure à boire, c'est un liquide amer et noir. Les vrais coupables n'ont pas d'ennui pendant que ma tête est mise à prix. Magnifique. Ben oui. Moi, c'est une de mes, comme je te dis, c'est une de mes préférées. Puis c'est vraiment, moi, personnellement, c'est le genre d'ambiance, d'atmosphère que tu réussis à créer avec tes chansons. Moi, c'est là qui, ça vient me chercher. C'est ça qui me plaît. Tu sais. Puis, ben voilà, Ma tête est mise à prix. Oui. Ben, Ma tête est mise à prix, c'est la troisième partie d'un triptyque. Ah oui, OK. Sur le volume 1, j'avais repris une chanson d'Alexandre Béliard qui s'appelait La dernière marche, qui raconte l'histoire d'un gars qui est condamné à mort et que c'est sa dernière marche, il marche vers la potence, puis il va être pendu. OK. Puis là, j'avais dû trouver vraiment une belle chanson country. Enfin, lui, il avait écrit les paroles et la musique. OK. Quand j'ai fait, mais c'était tellement le fun, que quand j'ai fait le volume 2, j'avais envie qu'on fasse une chanson qui soit un peu comme un prequel à la chanson Dernière marche. Fait que moi, j'avais écrit une musique,
Puis lui avait écrit les paroles de La Grande Évasion. OK. Puis là, encore là, c'était tellement cool que j'ai dit, hey, si jamais je fais un autre album, je veux qu'on en fasse une autre qui serait un peu comme l'histoire, soit avant, soit après, on ne sait pas. Ouais. Peut-être que ça, c'est la première. Le début de l'histoire, c'est Ma tête est mise à prix. OK, wow. Enfin bref, fait que celle-là, finalement, je l'ai écrit paroles et musique, là, mais c'était supposé être une collaboration. OK, wow, c'est une belle histoire. Ouais, puis à un moment donné, j'ai eu un flash, Ma tête est mise à prix, je sais pas pourquoi. J'avais la musique déjà. OK. Puis je suis parti de là. Puis... Ah, mais comme je te disais, c'est une belle histoire. Puis ça va aussi avec... là-dedans, sans vouloir tomber là-dedans, là, bon, ça va peut-être dater mon affaire, mais tu sais, comme ça allait un petit peu avec le mood paranoïaque de la période pandémique, là, où on n'avait pas le droit de sortir. Ouais. Il y avait les couvre-feux, puis tout ça, tu sais. Fait que là, j'étais vraiment dans une ambiance d'hommes traqués, là, quasiment. Là. C'était facile, de s'imaginer un petit peu, tu sais, je me souviens des nouveaux amis... je ne sais plus qu'appelle ça, on d'imaginer quelqu'un justement qui va dans des trucs clandestins ou enfin, tu sais, puis aussi le côté comment les gens jugent les gens. Oui, effectivement. Chacun a réagi à sa façon. Là. Moi, je me souviens, j'avais un rendez-vous à l'hôpital avec mon fils, ça me prenait un papier. Ben ouais. Moi, j'ai fait des shows pendant le temps de pandémie, puis il fallait avoir une espèce de papier laissé passer. C'était comme un peu intense. Ouais, chaque personne a comme interprété ça à sa façon. Puis, fait que c'était facile d'imaginer un texte comme celui-là. On dit la vérité est dure à boire. C'est vraiment cool. La prochaine, le premier de ton duo. Oui. Hein, En dessous du pont, avec Sarah Dufour. Oui. On est dans le country. Ah ben oui. T'es la femme parfaite pour quelqu'un d'autre. T'es l'homme de mes rêves, mais je dors jamais. T'es rien qu'une fille de trail. T'es juste un gars de salon. Tes amours sont des fails. T'écris juste des chansons. OK, alors le duo avec Sarah Dufour, c'est évidemment une de tes chansons. Fait que ça, la mise en scène de deux personnes qui se font une joute verbale. Ouais, ben je voulais faire un duo. Je voulais essayer avec cette chanson-là, de briser un peu le pattern des duos d'amour. Ouais. Où tu sais, genre, tu m'as laissé. J'ai survenu par après sur une autre chanson, mais pour celle-là, je voulais vraiment faire pas une chanson d'amour, mais une chanson de haine plus. Ouais, un duo de haine. T'as trouvé la bonne partenaire pour ça, Puis, je trouve. avec Sarah Dufour, c'était un bon casting. Il était question de faire un duo avec elle avant que tout ça arrive. Mais finalement, c'est ça, on n'a jamais pu se voir en vrai. Puis écrire une chanson en Zoom, je pense pas que c'est très inspirant. Bref, ça s'est pas fait. Mais l'idée du duo avec elle est restée. Puis il y avait une chanson, moi, que j'adore de Buddy Miller et Julie Miller qui s'appelle Gasoline and Matches. OK. Qui est pour moi un des meilleurs duos country récents, en tout cas. Puis j'essaie d'aller pogner un peu une vibe comme cette chanson-là, mais en utilisant un angle plus tordu un peu, dans le sens que c'est deux personnes qui sont pas capables de se sentir dans la vie, mais quand ils se retrouvent en dessous du pont, là, ça marche. Torsez-vous de là. Puis j'avais un peu tout le concept dans ma tête de qu'est-ce que la chanson devait être, mais des fois, ce qui manque, c'est juste les images ou les mots. Puis à un moment donné, je me suis mis à cette époque-là, je venais de rencontrer la femme de ma vie, Amélie, et elle vient du Saguenay, elle va à chasse, à l'Orignal. Fait que là, c'était facile d'imaginer les deux, j'ai joué sur nos deux contrastes, tu sais, quand je dis qu'elle dit que tu sauras que j'ai un gun, tu sais, c'est vrai qu'elle a un gun et même plusieurs. Puis moi, j'ai fait vraiment la dichotomie fille de ville, fille de bois, gars de ville. Fait que je suis parti juste là-dessus, puis je me suis mis à rapper là-dessus. Mais puis, ça fonctionne bien. En plus, tu as trouvé les bons jeux de mots à l'intérieur. Oui. Hein? C'est quand même bon. Hein? T'es la femme parfaite pour quelqu'un d'autre. C'est pas pire. C'est tout. On dirait qu'une fois que tu as l'idée, ça devient facile d'imaginer. Tu fais juste penser qu'est-ce que tu dirais, puis tu le vires à l'envers. Fait que ça... Ah oui, mais écoute, est-ce que ta complicité avec Sarah là-dessus... Oui, ben on a chanté ça live. C'est un jeu, puis ça paraît. C'est ça, j'ai envoyé la chanson. Puis pour l'anecdote... pour pouvoir essayer sa voix dans la chanson, j'avais dit, ben, tu sais, mettons, j'avais envoyé la track, puis j'ai dit, ben, chante-la dans ton téléphone. OK. Mets-toi un écouteur, chante dans ton téléphone, puis envoie-moi ton mémo de téléphone, puis je vais le mettre dans la track, tu sais. Okay.
Fait qu'au début, jusqu'à ce qu'on ait la chance de se voir en vrai, c'était ça qu'il y avait. Là. Ah oui, OK. Elle chantait dans son téléphone, puis là, j'avais intégré sa voix dans la chanson, puis c'était déjà extraordinaire. Là. Moi, je trouve qu'elle a quand même une belle énergie. Ben pour oui, ce mais genre elle avait de- ça de- dès le de- début. de Là. Après chansons-là. ça, quand on l'a rechanté une couple de fois ensemble, c'était de retrouver un peu cette affaire-là, mais ça a été un charme. C'est bien réussi. On poursuit avec l'homme de Maniwaki. Je suis un homme rongé par la peine depuis que j'ai quitté ma terre. Encore bien réussi. J'adore le rythme de cette tune-là. Oui. Ça fonctionne bien. Puis, pourquoi Maniwaki? Parce que l'histoire derrière cette chanson-là, c'est comme ben du monde, j'ai été pas réveillé, mais reconnecté avec la musique traditionnelle américaine, avec la trame sonore et le film des frères Coen, Brother, Where Are Thou? Ah, ouais. Où on entend plein de vieilles tunes, bluegrass. avec les Soggy Bottom Boys. Soggy Bottom Boys. Et il y a la chanson dans le film, qui est un peu la chanson presque thème, qui s'appelle I'm a Man of Constant Ah, Sorrow. oui, une de mes tunes préférées. Et j'ai toujours adoré cette chanson-là et j'ai toujours voulu en faire une version française. OK. Alors, j'ai traduit le texte Ah oui, OK. et c'est devenu l'homme de Maniwaki. OK. Et All right. Maniwaki rimait avec Kentucky. OK. Oui. C'est pour ça que c'est Maniwaki. Ah, wow. Fait que j'ai refait la musique. C'est pas tout à fait la même musique, mais Ouais. le thème, si tu lis mot à mot les deux versions, c'est exactement la même histoire. OK. Wow. Oh, Fait que c'est une adaptation française, dans le fond. OK, je vais porter plus attention à ça. Mais encore là, c'est bien réussi. Le son est là. Oui, mais je voulais que ça ait une couleur plus bluegrass, justement. Ouais. Donc, Pat Loisel à la mandoline, Rick Howard au banjo. dobro, moi au Pas banjo. banjo, OK. Bref, tu sais, les sonorités plus... Non, c'est un des bons moments de Cool. l'album. On poursuit avec Chauffeur de van. Mhm. Un jour de panne sur le highway, j'ai besoin d'aide, mon char va mal. Un jour de panne sur le highway, j'ai besoin d'aide, mon char va mal. Ça m'arrête un chauffeur de van, donne-moi un lift jusqu'à Montréal. Une autre chanson, une chanson de route. Hein, je pense que tu l'avais traduit, celle-là. C'est pas moi, c'est François Gagnon, François Gagnon. des Chercheurs d'or, OK. qui avait Oui, traduit oui. cette chanson-là de Towns Van Zandt. OK. Puis je me suis inspiré un peu de leur version que j'avais réalisée pour leur premier album. Puis ça, on avait enregistré au moment de faire le volume 1. OK. Fait que j'ai refait, je pense, la guitare là-dessus après. Mais Il y a Ariane Ouellet. Ariane, ben en fait, c'est le même band du volume 1, volume 2. Ariane Ok. Ouellet est là, Carl Prévost, guitare baryton, Marc, Vincent, Eric. OK. Ils sont tous là-dessus. As-tu déjà rêvé d'être un chauffeur de van? Oui, j'aurais aimé ça, être un chauffeur de van. Ouais. Je pense que j'aurais été... Ben, peut-être que je me serais tanné, mais la notion, j'aime ça conduire. J'aime ça être sur la route, puis écouter de la musique. Fait que je pense que je pourrais facilement... Ah ouais? Ben, moi aussi, j'aime ça. Je te comprends là-dessus. Peut-être pas. Il y a sûrement des aspects là-dedans qui sont pas le fun, là, mais le côté conduire des longues distances. C'est ton là. travail. Puis, Puis moi, j'aime ça. Tu sais, aller faire un show en Gaspésie, ça me dérange pas. Là. ouais. C'est long, mais tu sais, c'est une belle route. Puis en tout cas. C'est vrai. On poursuit avec Autant des adieux, Mhm. ton deuxième duo. Avec Cindy Bédard. Qui a une voix magnifique. Tellement. Il n'y a plus rien dans les verres que nous avons bu l'autre soir au temps des adieux. Il y avait pourtant déjà eu tant d'amour bien avant quand nous vivions heureux. On va laisser la place à Cindy un petit peu. Si tu savais comme je t'ai aimé, je ne voulais que ton bonheur.
Excuse-moi, je chante par-dessus. Je devrais peut-être pas, mais... OK, autant des adieux. Donc, duo avec Cindy Bédard. Cindy Bédard, que j'adore, que j'ai toujours... on s'est croisés plein de fois, à plein d'occasions, puis on s'est toujours dit « Ah, ça serait le fun de faire quelque chose ensemble un jour. » Puis quand est venu le temps de faire ce disque-là, ben, il y avait déjà le duo avec Sarah, mais je voulais aussi avoir... là, c'est l'occasion... Mais là, c'est plus un vrai duo. Là, c'est vraiment la chanson country triste, la valse triste. T'as inspiré un peu de Tennessee Waltz, musicalement. Okay. Puis l'histoire de... Ben, c'est ça, un couple qui va se séparer, puis qui, au lendemain de leur dernière nuit ensemble, c'est des thèmes universels. Ben oui, c'est les thèmes country, là, les le côté rassurant. Réconfortant, tout ça. Là, moi, je pense... C'est le fun de déconstruire ces thèmes-là, puis ces mythes-là, mais c'est le fun aussi les adapter, puis les... Est-ce que tu as eu une bonne réception avec cette chanson-là ou cet album-là dans le milieu du country? Parce que j'imagine que c'est pas un milieu qui est facile à pénétrer. C'est un milieu qui est impossible à pénétrer. Ah ouais. Mais pour le peu que j'en ai su, ouais, les gens aiment ça. Oui. Est-ce que cette collaboration, ça l'a aidé à propulser un peu l'album? Je sais pas, mais elle m'a invité à son émission de télé. Fait que ça, c'était déjà pas pire. Oh, mais c'est un milieu difficile. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, que c'était pas difficile à intégrer. On va y aller avec Belle Femme. Un extrait, parce que tu as sorti un vidéoclip. Oui. Jamais pensé te voir venir vers moi, venir à moi. Belle femme, jamais pensé pouvoir vivre avec toi tout ce temps-là. Sans un drame, toujours voulu t'avoir là dans mes bras. Belle Femme, oui. une de tes compositions. Oui. Qui s'adresse à qui? Là? Qui s'adresse à ma femme. Ah ouais, OK. À ma future femme, que je venais juste de rencontrer à cette époque-là. Puis c'est tellement une belle rencontre dans ma vie que je devais lui offrir une chanson... Là, t'es amoureuse après? Non, parce que on connaît surtout ton côté un peu mélancolique aussi. Hein? Souvent, ça transparaît dans tes comment je dirais, là, dans tes différents projets. Mais là, t'es en amour, puis ça paraît. Là. Ah ben oui, j'ai cette chance. On peut quand même écrire des chansons tristes, même quand on est en amour. Oui. Comme dans le cas de la chanson d'avant, Le temps des adieux, j'ai juste imaginé si un jour on devait se séparer... Qu'est-ce que ça Emile serait? et moi, comment je me sentirais, qu'est-ce que je penserais, qu'est-ce que je lui dirais, tu sais. Fait que c'est facile d'imaginer les deux. Quand j'ai quand même été en peine d'amour quelques fois, là, mais... Il y a un côté un peu théâtral dans la musique country, si je peux dire, on peut se permettre ces affaires-là. Absolument. On va pas se gêner. Mais c'est bien réussi, madame. Mais merci. Qui a fait le vidéoclip? Karloff a réalisé monté, en fait, les images filmées par Isabelle Longus et Jean-Charles Labarre qui avaient... Faites la photo de l'album. OK. Bon. La ville aux 1000 clochers. Ça, c'est le beat. Ah ouais, j'adore ça. Puis là-dedans, je sais pas si on va se rendre là, mais on va se rendre au refrain, je pense. Pour sentir l'effet. C'est vraiment un country... des années 70. Oui, tout à fait. Ah oui, Kenny Rogers. Ah oui, ça prend des Landstones. Des paillettes. Des paillettes, voilà. Tous les jours, toutes les semaines. Ouais, j'ai poussé un petit rire quand j'ai entendu ça. Je m'ennuie de toi. Je ne sais quand je reviendrai. Je passe mes nuits à rêver du jour où je m'arrêterai, quand je reverrai la ville aux mille. Ça, j'adore ça. Là. Je voulais absolument avoir une tune qui faisait ça. Le changement de tempo. Ouais. C'est le même tempo, mais c'est un beat différent qui... j'adore ça. Les affaires que j'aime dans la musique
que j'aime intégrer dans mes chansons. Puis ça, pour moi, Ouais, c'est réussi. Moi, je te disais tantôt, j'ai eu un petit sourire en entendant le beat. Ah non, c'est génial. Ça fait un petit voyage dans le temps. Puis ça nous montre aussi la grandeur du country. Mhm. Puis ton respect aussi, puis ta connaissance aussi de la musique country. Aussi, Ben, j'aime quand même. tellement ça. Ça me fait tellement du bien comme musique. Toutes les fois que je passe à la radio puis qu'il y a une tune country qui joue, je monte le son puis j'ai du fun. Là. Ouais, Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ça va jusqu'à maintenant? Ah oui, super. OK. On passe à la prochaine chanson. Puis la ville aux mille clochers, c'est Oui. Montréal. Oui, absolument, Ça, parce que il semblerait que Mark Twain, l'auteur américain, était venu à Montréal dans les années 1800 quelque chose, ou début 1900, puis voilà. il avait dit, c'est la ville où... Ben, lui, il avait dit 100 clochers, là, c'est déjà Ouais, c'est beaucoup, ça, mais ok. là, je trouvais que 1000, c'était plus... C'est- ça poussait ça un peu plus loin. On poursuit avec un cover des possessions simples. Ah oui? J'attends l'orage. Tout est trop chaud, tout est trop sale et tout est trop collant. Tout est trop lourd, tout est trop mort et l'air est en ciment. Je suis couché. Cette chanson-là, évidemment, on en écoute des extraits, mais elle devient pas mal plus épique Ah ben oui. avec le temps. Tu as même flirté avec le gospel. Ah, peut-être, non, ben... J'attends l'orage. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à quand ça. même, hein? Mais non, c'est vrai. Je t'imaginais. Ça aurait pu être gospel. J'aurais pu mettre des hand claps, puis... Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est une reprise de Possession Simple sur le premier album. C'était une des dernières chansons qu'on avait fait à cette époque-là, qui était à l'époque très heavy metal, Fate No More, Red Hot Chili Peppers. Oui. À l'époque, on parle de d'esprit, 1980. On était en 1992, 12. 91 même. Ah oui, OK. Ouais. OK. Puis j'ai toujours adoré cette chanson-là. Puis c'est ça, j'avais envie de la revisiter en mode country, mais country un peu punk. Parce que j'aimais beaucoup aussi, quelque part au début des années 2000, une espèce de renouveau avec des bandes comme Super Suckers, qui étaient des bandes de punk metal qui refaisaient des disques de country. Puis fait que je voulais un peu de ce genre d'énergie-là. Ben, il y a, comme tu disais, je mentionnais tout à l'heure, c'est pas un album de country. Il y a des. Oui, mais j'essayais voyager quand même. Oui, tout à fait, parce que je trouvais que je l'avais déjà fait pas mal sur les deux précédents. Puis non, ça mène à des belles surprises parce que les paroles sont pas du tout country. Ben, pas dans celle-là, non. Mais non, ça fait partie je trouve que ça fait partie de la couleur de l'album. Ce Mhm. qui fait que c'est intéressant aussi. Puis aussi, c'est un album qui permet peut-être de se raccrocher à ceux qui sont pas trop country. Tout à fait. Ça aide à la compréhension puis au rythme de l'album. Oui, mais j'essaie avec les albums country que j'ai fait à date, je fais ça pour que les gens qui aiment le country aiment ça. Ouais. Et que pour que les gens qui n'aiment pas le country aiment ça. Ben, Tu sais, je veux faire aimer le country aux gens qui pensent qu'ils n'aiment pas ça, tout en étant le plus certain possible que les amateurs vont y trouver leur compte aussi. Ça y amène aussi un autre niveau, je trouve. Ben, j'essaie juste de brasser un peu la patente. Tu sais. Ce que je fais dans n'importe quoi que je fais, de toute façon, c'est la même chose. On passe avec On est là. Mhm. Ah, cette chanson-là, où est-ce que. J'entends un peu les chiens là-dedans. Ah. Tout est dit sans même un mot. On joue avec le feu. C'est comme tout ce qui est beau. On y croit juste un peu. Rien à dire. On descend le tempo. Oui, chanson nocturne. C'est une chanson que j'avais écrite initialement pour Isabelle Boulay. Ah oui, OK. Puis j'avais envoyé la maquette et j'ai jamais entendu parler. Mais quand j'ai travaillé sur l'album de duo avec René Martel et Patrick Normand, ils avaient besoin encore de chansons, je cherchais des chansons. Puis j'avais proposé cette chanson-là, puis ils l'avaient chantée. OK. Fait que j'ai René Martel qui chante cette chanson-là sur leur album. Et j'étais
tout Wow. à fait heureux de ça. Mais j'aime oui. ça, des fois, ce que j'ai fait justement sur Volume 1, où je reprenais Danse avec moi, que René avait chanté, Mauvaise vie, qu'Alex avait chanté, Ça se passe, que Vincent avait chanté des chansons que j'avais écrites. J'aime ça, il faut aussi faire ma version de la chanson. OK. Euh, Mais c'est réussi là-dessus. ben, merci, Quand même. merci. Une Ouais, chanson c'est un album que j'ai beaucoup apprécié. Ça, cool. je trouve que la préparation pour ce podcast-là, on n'a pas le choix de plonger dans un album. Mhm. Puis souvent, ça nous rappelle que ça vaut la peine des fois de s'arrêter et écouter un album Mhm. au complet. Évidemment, il y a des albums où il y a beaucoup de remplissage. Ouais. Mais dans des albums, on sent pas ça. Nous, j'ai pas de place pour le remplissage. Non, mais c'est vrai, tu sais, avec... non, c'est ça, parce que quand j'ai fait l'album avec WD-40, la nuit juste après le déluge, Mhm. on a préféré faire un album plus court, Ah, ben oui. de 30 minutes, Mhm. qu'ajouter Absolument. pour arriver pour arriver à un nombre de pistes. Mhm. Tu sais, Non, qui- c'est pas. Parce que ça mais des ajoute fois, de la valeur à un album, ça pas peut, vraiment. ça peut donner quelque chose de cool quand il faut que tu te forces des fois pour faire une chanson de plus. Ça peut donner quelque chose de spontané, puis de rafraîchissant, puis de surprenant. Mais dans notre mais- cas, on a plus idée de couper. Absolument, c'est tout. Mais dans tes albums, parce que Le Nuit dérobée, les albums qu'on a traités au podcast, jusqu'à date, c'est agréable à écouter parce qu'on sent qu'il y a un rythme. Évidemment, les rythmes changent, Ouais. mais l'album est constant. Mhm. On va poursuivre. On va continuer avec notre petit train aussi. Ah oui. 6 heures. Ah oui. Six heures, y a le téléphone qui sonne, mais j'y suis pour personne. Oublie-moi. T'as peur, tes nuits à te retourner. Je vais plus y retourner. Oublie ça. J'ai traîné tout. 6 heures, donc, des Ouais. paroles de Luc de la Oui, Rochelière. oui. J'avais la musique depuis longtemps de ça et j'avais aucune espèce d'idée quoi faire avec. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans cette chanson-là. Surtout dans le refrain, en tout cas, il y a une partie. Ce qui est particulier dans cette chanson-là, c'est qu'il y a une partie qui était là, dont la chanson est issue, en fait. Une partie de piano qui était là pas mal tout le long de la chanson et que finalement, je l'ai enlevé complètement et je l'ai mis à la fin de la chanson. C'est devenu comme la finale de la tune, mais toute la chanson était basée là-dessus. Mais fait que j'avais cette partie-là, j'avais quelque chose. J'aimais le mood, il y avait quelque chose qui se passait dans, je sais pas, dans le mouvement des accords. Des fois, c'est dur. C'est difficile à décrire, c'est difficile à mettre le doigt sur quelque chose. C'est comme un feeling qu'on a. Fait que j'avais comme l'impression que cette tune-là avait sa place là-dedans, même si c'est totalement la moins country du lot, pratiquement. Oui, effectivement. Mais c'est folk, mais tu sais, je sais pas trop, là. Je voyais peut-être Wilco, je sais pas trop. Ouais, non, mais elle est comme un peu à cheval. À cheval, oui. Un peu à cheval de le country, pop, folk. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un genre de ma vision du néo-country. Ouais, non, ben écoute. Puis les paroles, avec comment c'était J'ai envoyé la ça à rencontre Luc. avec J'ai Luc? dit, écoute, j'ai envoyé un démo avec un petit nanana. Puis assez rapidement, il m'a envoyé ce texte-là. Ok. Puis j'ai dit, OK, c'est beau. Luc, moi j'ai eu la chance de travailler avec lui aussi. J'ai fait un vidéoclip, puis j'ai participé aussi aux vidéos oui. aussi de son spectacle. Qui est fabuleux. C'est pour l'album Rhapsodie Lavalloise. Mhm. Quelqu'un de vraiment sympathique. Totalement. Moi j'ai adoré travailler avec cette personne-là. Puis, parce que ça a donné une belle rencontre, somme toute. C'était 6 heures. On est déjà rendu à la dernière Ah oui. chanson. Aux accords de guitare. Mhm. 1, 2, 3, 4. Tandis qu'aux accords des guitares, les couples retournaient toujours. Près de moi quand vient l'aurore, je te chantais mes chants d'amour. Parfois tu disais souriante,
le country pur et dur. Ah ben oui, c'est Willie Hein? Lamotte. Tu peux C'est pas être plus country ben que ça. Là. Ça fait au-dessus de 20 ans que j'adore cette chanson-là. J'ai même cité cette chanson-là dans mes propres chansons. Fait que elle était aussi enregistrée pour le volume 1. Ça a été performé live autour du même micro. Puis sur chacun des volumes, volume 1, 2, 3, moi ce que je voulais qu'il y ait aussi, c'était toujours une chanson hommage à nos pionniers. OK, oui. Fait que sur le premier Ah oui. album, il y avait Souviens-toi de moi de Paul Brunel. OK, oui, ben oui. Sur le deuxième, il y avait Lucille de Kenny Rogers, Texte OK. le corps. Wow. Fait que là, c'était le temps de sortir celle de Willie. C'était quand ta rencontre avec le country? Ton souvenir le plus loin? Ben, ça T'as va, réalisé, ça va être drôle à ouais. dire, mais je pense que une des premières... Il y a 2 chansons auxquelles je pense, je sais pas dans quel ordre, sont arrivées probablement... La première, c'était pas vraiment country, mais dans ma tête de l'époque d'enfance, c'était country, c'était Lâche pas la patate. Qui était plus cajun que country, Ouais, mais pour moi, dans ouais, ma ouais. tête, c'était country. Et après ça... Qui chantait ça? euh, Lâche pas la patate, mon je Dieu. vais dire John C. Newman, mais je suis pas sûr que c'est le bon nom. Mais c'est une des j'avais le une des 45 tours. nombreuses Je me rappelle du versions, 45 tours. C'était une étiquette blanche. C'est à l'époque où au Québec, on traduisait les chansons en français. Ah, C'est beaucoup. ceux-là Mais qui, celle-là, c'est... Je sais même pas... ouais. Lâche pas la patate. C'est cajun. Fait que, tu sais, c'est de l'anglais, français. Ah ouais, ok. Tu sais, ça dit « Lâche pas mon aigle ». là. Ah ouais, Ça, c'est ok. les paroles. là. Ah ouais, OK. Ah ouais. Oh. Moi, j'avais dans la tête mon Joe. Non, non, peut-être que lâche ça- pas la patate, mon aigle. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça que ça ok. dit. Ok. Fait que bref, Une autre cette chanson-là, assurément, et aussi La petite grenouille. Ah oui. Monsieur Guitare. N'importe qui fréquentait un bar de chansonnier dans sa vie. Ben, c'est ça. Mais à je pense maintes que reprises. tu sais, il y a eu du pedal steel là-dedans et je pense que je parlais de ça avec Rick Howard l'autre fois, puis je pense qu'il m'a dit que c'est lui qui jouait du pedal steel oui? là-dessus. Mon Dieu. Fait que mon amour de Rick Howard au pedal steel date pas d'hier. Ah ouais, OK. Moi, je vais pas faire de l'âgisme, mais qui est quand même vieux, monsieur. Howard. Ben, il a commencé de bonne heure, lui. Il jouait sur Ça les me semble premiers que c'est disques des tunes, de Stephen Faulkner au début des années 70. Là. Ah oui, quand même. Aïe, aïe. C'était dans Ben les oui. chansons grivoises. Ben oui, mais lui, il jouait du pedal steel. Puis probablement oui. que dans ce temps-là, il devait pas avoir tant de monde Ben qui non. en jouait non plus. En tout cas, je crois qu'il m'a dit que c'est lui qui avait joué Ok. là-dessus. Puis il était bien crampé. Fait que c'est ton hommage à nos Willie pionniers. Lamotte. Ouais. Willie Mais Lamotte. c'est encore là, je dis souvent ça, mais c'est réussi comme hommage. Ben, merci. Eric, on a passé à travers l'album. Et voilà. Déjà. Ça n'a même pas fait mal. On va voir, ça va faire mal aux auditeurs. Mais bon. Ah, ben j'espère. Dernier segment, rafale. Quelques questions. Je commence par mon top 3. C'est l'homme de Maniwaki. En troisième, quand viendra mon heure. Bien sûr, parce que là, on est... tu sais, et ma tête est mise à prix. Parce que les deux, tu sais, c'est vraiment mon ambiance. Mais mention honorable aussi à J'attends l'orage. Ah, ça, c'est le Ben, fun. ouais, parce que c'est une tune qui sort un petit peu du lot dans les paroles. Ça paraît que ça vient d'ailleurs. Mais le côté gospel à la fin, le rythme de la chanson. Ouais. Puis aussi, oui, c'est ça, juste une parenthèse. Je sais qu'on en a déjà parlé après notre première rencontre, mais j'aime beaucoup comment tu mixes les chansons. Puis j'ai remarqué aussi, encore là, tu as travaillé les sons de batterie beaucoup. Je suis batteur, ça me touche, ok? Mais je trouve que dans cet album-là, les sons de batterie sont vraiment bons. Ah ouais, mais la prise de son est extraordinaire. C'est Vincent Carré qui s'est enregistré lui-même. Ah ouais, Fait bon, que, écoute, Vincent, ouais, gros du beau shout-out. travail. La meilleure chanson en concert, ben, as-tu eu l'occasion de jouer en concert? Ah, trop peu, mais oui. Quand même, quelques occasions, on a pu présenter ces chansons-là en show. Ben, sur YouTube, il y a une espèce de... Ouais, c'est quoi, c'est une émission de télé? C'est une oui, captation? la disque. Je pense. Ah oui, mais il y a Avec le Sarah. lancement. Le lancement Ok, c'est de le l'album lancement, est ok. diffusé. Je ne sais pas si c'était ma meilleure performance parce qu'on n'avait pas joué live depuis au-dessus d'un an. Ben là, c'est pas le cas pour tout le monde. C'était la pandémie, tout ça. Moi, la plupart des chansons, je les avais jamais chantées non plus. OK. On avait répété un petit peu, mais c'était pas... Tu sais, c'était pas... Mais laquelle sort bien en concert? Ben maintenant, des chansons comme La ville aux mille clochers, toujours, Ma tête est mise à prix, Belle femme, ils sont faits... Ils sont vraiment pensés pour le live. Tu sais, en général, quand je fais un album de country, je pense vraiment au live. Beaucoup plus qu'un album. Tu sais, c'est un album qui est fait pour être écouté, oui, mais performé Mais surtout.
Et, Mais tes duos, tu fais comment en concert? j'ai la chance de jouer avec la fabuleuse Marianne Arsenault, Ah oui, la qui joue de la bassiste. base Ouais. et qui était une chanteuse formidable. OK. Fait que c'est Mais avec c'est elle elle que je qui- les chante à ce moment-là. Si des fois on peut inviter des personnes spéciales pour les chanter, c'est cool. Mais Fait que aussi, il y a Catherine Planet OK. qui joue du violon, qui a joué sur d'ailleurs L'Automne des Adieux, qui est une super chanteuse aussi. Fait que quand j'ai la chance, je peux avoir les deux. Tu sais, je peux avoir un duo avec Ben oui. avec Catherine, un duo avec Marianne. Puis Marianne peut se faire chanter la pomme par Éric Goulet Voilà. à tous les concerts. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de cet album-là? Qu'on sente pas l'absence de live, en fait. Je suis content qu'on ait réussi à faire un disque vraiment en pièces détachées. Puis qu'au final, on l'écoute, puis on n'a pas du tout cette impression-là. Ouais, c'est un commentaire effectivement. qui est revenu souvent de la plupart des gens. Puis, je suis content, je suis fier de ça. À l'écoute, ça paraît pas. C'est un tout. Tu sais. Mm. On sent pas que c'est un collage, à la limite. Ouais. Je suis fier de ça, puis je suis fier aussi comme que ce soit le troisième Mhm. et qu'il amène ça ailleurs. Tu sais. OK. Tu sais, mettons, le Oui, premier, oui, le premier c'était vraiment un composite de reprise, de composition originale et de reprise de mes compositions Mhm. écrites pour d'autres. Le deuxième, c'était juste des chansons originales, sauf une reprise. OK. Fait que ça, c'était comme un autre défi pour moi d'écrire un album au complet de nouvelles chansons. Et le dernier, c'était de poursuivre, mais en n'allant pas à la même place. OK. Fait que des fois, le troisième est un peu un amalgame des deux premiers, dans le sens où il y a des reprises de moi-même, il y a des reprises, OK. il y a des chansons originales, c'est mais magnifique. le traitement et l'approche est complètement différent. Donc, Eric, ça conclut. Ah non, c'est vrai, j'ai mon moment du défi. ah oui! Là, au dernier épisode, on a fait le moment du défi. C'est là où j'invite mon invité à inviter quelqu'un d'autre à participer au podcast. Là, puisqu'on tourne les épisodes en même temps, la même journée, on ne sait pas si ça fonctionnait avec Pierre Flynn. Mais si tu avais quelqu'un à l'espère. nous proposer. Ben là, aujourd'hui- il faut absolument que ce soit Luc Larochelière. Ah ouais, effectivement. Il y a tellement de beaux albums à explorer. On va le contacter. Contactez-le. Dis-lui que c'est moi qui Ok, je Qui vais référé. faire ça. Hey, merci beaucoup, Eric, Merci, Hugo. de tes participations. Un plaisir. C'est très apprécié. Puis, tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode de l'album podcast.